Chapitre 2. Vivre sa sexualité. La sexualité est un aspect central de la personne tout au long de la vie. Elle englobe différents aspects tels que le sexe biologique, l'identité sexuelle, l'expression des caractéristiques considérées comme masculines ou féminines et l'orientation sexuelle. Elle se vit et s'exprime sous forme d'attitudes, de pensées, de comportements, etc. Elle est influencée par des facteurs biologiques, sociaux et psycho-affectifs. Nous verrons dans un premier temps les composants biologiques et les facteurs biologiques qui influencent notre sexualité. Puis nous verrons que certains facteurs agissent sur notre comportement sexuel. Et enfin, nous terminerons par aborder la notion d'identité sexuelle et d'orientation sexuelle. Voyons donc dans un grand 1 la biologie de la sexualité. Si on compare l'évolution du taux d'hormones sexuelles dans le sang ainsi que les périodes d'activité sexuelle chez 3 femelles d'espèces de mammifères différentes, on constate que chez la plupart des mammifères, l'activité sexuelle coïncide avec une période très précise encadrant l'ovulation. Cette période s'appelle œstrus. C'est seulement pendant l'œstrus que les femelles acceptent de s'accoupler avec les mâles. Ici, chez la rate, on voit donc l'évolution de la quantité d'œstradiol et de progestérone, les hormones sexuelles produites par les ovaires. Et on voit que l'activité sexuelle pour l'accouplement ici dure environ 9 heures. Donc c'est 9 heures pendant lesquelles l'activité sexuelle est possible. Et ça correspond à un temps encadrant l'ovulation. Même chose chez les primates, comme le macaque. L'évolution de la quantité d'œstradiol avant l'ovulation, de progestérone après l'ovulation, et l'activité sexuelle qui est possible 8 à 12 jours autour de l'ovulation. Par contre, on voit que chez l'espèce humaine, on a l'évolution d'œstrogène avant l'ovulation, l'évolution de progestérone après l'ovulation, mais l'activité sexuelle est continue pendant tout le cycle. Donc l'homme a des relations sexuelles, pas uniquement pour se reproduire, mais aussi pour le plaisir. En effet, chez la femme comme chez l'homme, la région pelvienne, située au niveau inférieur du bassin, est innervée par le nerf pudendal et ses ramifications. Celui-ci projette donc de nombreuses terminaisons nerveuses, principalement au niveau des organes érectiles, des appareils reproducteurs, comme le clitoris chez la femme, ici, et le pénis chez l'homme, ici. Ces terminaisons nerveuses sont à la fois sensitives et motrices. Les fibres nerveuses vont donc réagir aux stimuli tactiles et transmettre l'information au cerveau, qui va alors déclencher une réponse motrice correspondant à l'afflux de sang, responsable de l'érection. Sur cette diapositive, vous avez donc l'appareil reproducteur, les parties externes ici, les petites lèvres. Vous avez ici le clitoris, en arrière, en organe interne. Et je vais vous montrer une érection du clitoris. Donc le clitoris ici s'est gonflé. Voilà. Donc le gland du clitoris et les piliers se gonflent. Le vagin et l'utérus se gonflent et se redressent.
Chez l'homme, pareil, on a donc le pénis ici, ok, avec les testicules. L'afflux de sang va entraîner une érection. Si on observe les résultats d'une IRM fonctionnelle d'un sujet qui reçoit des caresses sexuelles, on observe l'activation de différentes zones du cerveau qui sont donc impliquées dans la sensation de plaisir. Donc je vous rappelle que l'IRM fonctionnelle, l'IRM, donc les résonances magnétiques, l'imagerie à résonance magnétique, va capter les afflux de sang au niveau des zones qui sont activées. Puisqu'elles sont activées, elles ont besoin de plus de sang. Et donc on voit ici, en coupe transversale, ces deux régions qui s'activent lors de caresses sexuelles. Et en coupe sagittale, donc l'arrière et l'avant, au niveau du lobe frontal et au niveau ici de l'hypothalamus et de l'hypophyse au centre du cerveau. En comparant avec des imageries fonctionnelles lors de l'écoute de la musique, on voit que ce ne sont pas les mêmes zones qui vont être activées dans le cas de caresses sexuelles. Ces zones activées sont entre autres le noyau accumbens ici et l'aire tegmentale ventrale ici, au niveau de l'hypophyse et de l'hypothalamus. Il y a donc un circuit de récompense impliqué dans la sexualité. Et c'est ce que nous allons voir dans ce grand 2. Dans les années 50, 2 chercheurs nord-américains de l'université McGill au Canada, James Olds et Peter Milner, vont réaliser des expériences chez le rat. Ils relient certaines aires cérébrales du rat à une électrode, ici, reliée donc à un générateur d'impulsion électrique. Et reliée, au levier. Lorsque le rat active le levier, il reçoit une légère décharge électrique au niveau du cerveau qui va activer les zones branchées avec l'électrode. On fait donc 3 groupes tests. Le groupe A qui est le groupe témoin, il y a le levier relié au générateur mais pas d'électrode branchée sur le cerveau du rat. Le groupe B où l'électrode est branchée au niveau de la zone d'intérêt, celle que l'on pense être activée dans la notion du plaisir. Et le groupe C où l'électrode est branchée dans une autre zone du cerveau qui n'est pas la zone d'intérêt. On se rend compte que le groupe B qui a une stimulation dans la zone d'intérêt va adopter un comportement différent des 2 autres groupes. Il appuie très fréquemment sur le levier. C'est donc un comportement compulsif. C'est grâce à cette expérience que les chercheurs ont mis en évidence le circuit de la récompense ou système de récompense chez les mammifères. L'activation des zones du cerveau va entraîner une activité ici de l'hypothalamus qui va donc libérer les hormones cérébrales, entraînant, dans le cas du rapport sexuel, un plaisir intense ou orgasme. On remarque que le noyau accumbens et l'aire tegmentale ventrale ne sont pas les seules zones activées. D'autres zones sont activées pendant le rapport sexuel. Elles sont reliées entre elles par des neurones. C'est pour ça qu'on parle de circuit de la récompense. Ces zones qui vont être impliquées sont les zones de l'imagination, de la motivation,
du désir, de l'anticipation et bien d'autres. On pense donc que le plaisir va résulter de l'interaction de ces différentes zones et qu'il s'agit donc d'un ressenti complexe lié à la fois à l'anticipation, la motivation, les sensations et la satisfaction. Donc ce circuit ici fait appel à différentes zones du cerveau et ces zones vont être reliées soit par des neurones, soit par des neurohormones comme la dopamine. La dopamine va être libérée au niveau de l'hypothalamus, du noyau accumbens et donc de l'aire tegmentale ventrale, ici, et du septum, et vont communiquer avec les autres zones pour déclencher la sensation du plaisir. Grand 3, pour terminer ce chapitre 2, l'identité sexuelle et l'orientation sexuelle. L'identité sexuelle est une construction personnelle qui évolue au cours de la vie. Elle dépend de facteurs biologiques, sociaux et psychologiques. Son ressenti peut être différent du sexe biologique. Sur ces symboles ici, on peut voir que un homme peut se sentir femme, une femme peut se sentir femme et homme, une femme peut se sentir femme, un homme peut se sentir homme, ou une femme peut se sentir homme, ou un homme peut se sentir femme et homme. C'est très complexe. L'orientation sexuelle correspond à l'attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers des individus d'un sexe et ou d'un autre. Elle est distincte de l'identité sexuelle et elle relève de l'intimité de chacun. Elle ne se choisit pas et se construit tout au long de la vie. On va avoir donc les cas d'homosexualité, d'hétérosexualité, de plurisexualité, etc. Je vous propose donc de faire cette activité, la sexualité de l'individu à la société.